3 minutes pour nous expliquer comment les volants inertiels que vous faites vont pouvoir révolutionner l'énergie demain. Merci. Bonjour, donc je suis André Genesso, le fondateur de Energistro, une start-up qui développe du stockage d'énergie par des volants en béton. Du béton, oui, effectivement, nous pensons que nous allons pouvoir résoudre le problème de l'énergie avec du béton. Alors tout d'abord, un rappel, depuis très peu de temps, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie solaire. Un panneau solaire maintenant a un prix assez bas pour que, quand il est mis dans un endroit très ensoleillé, il produit 1 kWh moins cher que les centrales classiques, fossiles ou nucléaires. Mais le solaire, évidemment, a un gros problème qui est l'intermittence, et on ne peut pas utiliser de très grandes quantités d'énergie solaire sans stockage. Stocker, on sait faire, ce n'est pas un problème technique, mais c'est un gros problème économique. Les batteries coûtent beaucoup trop cher. En effet, les batteries ont des durées de vie assez courtes, donc le prix de revient dans une batterie maintenant est plus cher que le coût de production de l'énergie solaire. Nous, chez Energistro, nous développons une technologie mécanique qui s'appelle le volant d'inertie. C'est un cylindre que l'on fait tourner à grande vitesse pour stocker l'énergie sous une forme cinétique. Le très gros avantage, c'est qu'on a des durées de vie illimitées. Bon, les volants jusque-là étaient faits dans des matériaux chers, l'acier, le carbone, et donc n'arrivaient pas à concurrencer les batteries sur du stockage de longue durée. Et nous avons innové, nous avons pris un brevet assez fort sur des volants en béton. Pourquoi le béton? C'est un matériau qui est très bon marché, c'est 20 fois moins cher que l'acier. Et donc, quand on fait un volant en béton, on arrive à stocker l'énergie solaire pour un coût de à peu près 2 centimes d'euros par kilowattheure. Et donc, on arrive à stocker pour 10 fois moins cher que des batteries, à peu près. Et donc, quand on associe un volant en béton avec des panneaux solaires, on a une énergie renouvelable qui est disponible 24 heures sur 24 comme une énergie classique, mais qui est renouvelable et qui est moins chère que les énergies fossiles, donc charbon, gaz, pétrole et nucléaire. Vous allez me demander pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Ça paraît simple. En fait, le béton est un matériau qui n'est pas du tout fait pour faire des volants, et donc il a fallu beaucoup innover pour arriver à faire tourner du béton à très grande vitesse. Quel marché visons-nous? 2 grands marchés. Un marché de très grandes centrales dans les endroits très ensoleillés, typiquement les déserts. Il y a déjà plusieurs méga projets qui ont dépassé le $1 milliard. Et donc, avec notre technologie de stockage, nous pouvons rendre ces projets rentables, alors qu'actuellement, ils ne peuvent fonctionner que par des subventions. Et le deuxième très gros marché du futur, c'est de mettre du stockage partout, dans tous les bâtiments, parce que les réglementations à venir dans très peu de temps, la RT 2020, vont rendre quasiment indispensable, obligatoire, les panneaux solaires sur le toit de tous les bâtiments, ce qui va causer un énorme problème d'intermittence au réseau. S'il y a du soleil partout, on va avoir trop d'énergie à un moment. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai dû tenir mes 3 minutes. Merci beaucoup, André. Nous avons 46 minutes pour vous parler des défis de la transition énergétique. Alors, on ne va pas vous expliquer pourquoi il faut transition énergétique. On le sait, c'est la COP 21. Aujourd'hui, le monde, on le sait, les scientifiques le disent, et il y a un relatif consensus, le monde est menacé par le réchauffement climatique et il est urgent d'agir. Joël de René, dans le Macroscope, en 1975, vous parliez déjà de ce sujet. On est en 2015. Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'en matière de réflexion sur la transition énergétique, on est aujourd'hui, notamment d'un point de vue technologique, en mesure de proposer des solutions? Et je voudrais qu'on oriente cette table ronde plutôt sur les solutions que sur simplement les raisons pour lesquelles on doit faire cette transition. Alors, la prospective internationale que nous faisons, moi-même avec Biotix et avec Universcience, mondiale, nous montre qu'on évolue vers l'utilisation d'une forme d'énergie renouvelable et d'une forme de technologie. La forme d'énergie renouvelable s'appelle l'énergie renouvelable au singulier. Plutôt que de parler des énergies renouvelables avec des filières, comme on dit en France, différentes, le solaire, l'éolien, etc., la biomasse, on parle de plus en plus dans le monde, et moi j'utilise ce terme, de l'énergie renouvelable parce qu'il faut la considérer en mix, de manière à ce que l'énergie intermittente, dont on parlait tout à l'heure, soit complétée par des ressources permanentes. En d'autres termes, que le vent et le soleil, qui sont intermittents,
puisse être couplé en permanence avec la biomasse, la géothermie, l'hydroélectricité et d'autres formes. Donc c'est l'énergie renouvelable qui doit être elle aussi couplée à 2 E. En fait, c'est les 3 E, énergie renouvelable, économie d'énergie, qui sont des négawatts, c'est-à-dire de la production d'énergie à l'envers, et l'efficacité énergétique. Ça, c'est pour l'énergie renouvelable en mix. Deuxièmement, j'ai dit une technologie, enfin, je fais exprès de simplifier, c'est l'écosystème numérique. L'écosystème numérique est ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, qui se traduit par des mobiles, des smartphones, des réseaux, la smart grid, dont nous allons parler tout à l'heure. Et donc, le mariage de l'énergétique et du numérique est la révolution qui est en train de se passer. Ce n'est pas de la science-fiction, ce que je vous dis. Il y a 40 ans, dans le macroscope, effectivement, vous avez eu l'amabilité de le rappeler, j'avais prédit le réchauffement climatique, Internet, les biotechnologies. Donc là, je fais de la prévision à une génération, mais c'est irréversible. Et donc, on va vers ça, le mariage des énergies entre elles, renouvelables, qui vont donner des gigawatts. Contrairement à ce que disent les tenants des énergies fissiles et des énergies fossiles, on peut faire des gigawatts en baseload. Le baseload, c'est la fourniture continue d'électricité à des entreprises et à des particuliers, avec du renouvelable couplé à une grille intelligente. Parce que ça, c'est le deuxième secret de la technologie numérique, c'est que sans une grille qui s'adapte comme en biologie, comme à mon corps, ou quand je n'utilise pas mon énergie, je la mets en réserve et je l'utilise au moment où je bouge, par exemple maintenant. Cette smart grid, ils vont commencer du bas vers le haut, par des quartiers, par des villages, par des villes, se connecter à l'échelle de la France. Et heureusement, j'ai à côté de moi M. Granette, qui est un des pionniers de la smart grid, la France étant un des pionniers des smart grids. Donc elles vont se connecter entre elles, se réticuler à l'échelle européenne, à l'échelle du monde, et créer ce que j'ai appelé Enernet, c'est-à-dire un réseau de partage en peer-to-peer d'énergie par les citoyens et les particuliers. Et je termine par cela, c'est que les villes du futur vont devenir des centrales de production d'énergie, on dira comment, mais que la technologie et l'énergie dont je viens de parler, c'est une chose, mais le plus important, ce sont les gens qui y vivent, les citoyens, c'est-à-dire se sentir responsabilisés par rapport à ce que j'ai dit dans mon article de la Tribune, que vous avez tous sur vos sièges, dans une démocratie énergétique concertative. Le fait que les gens se responsabilisent par rapport à leur avenir énergétique. Voilà les 3 clés, énergétique, numérique, citoyen. Est-ce que vous seriez d'accord à employer l'expression de 4e révolution industrielle? On dit souvent Internet, c'est la 3e révolution industrielle, mais j'ai l'impression qu'on est déjà entré, en mariant l'écologie, plus exactement la transition énergétique, avec les outils numériques, et vous en avez donné quelques exemples importants, dans quasiment une 4e dimension de la révolution industrielle qui va changer complètement notre façon de vivre, de produire demain. Alors c'est un peu facile de mettre des dates, on aime bien ça sur le plan historique, et Jeremy Rifkin l'utilise beaucoup dans ses derniers bouquins. Moi, je n'ai pas utilisé les termes de 1re, 2e, 3e, 4e. Je préfère dire notamment, c'est plus choquant, que Internet s'est dépassé. C'est derrière nous. On est rentré dans un écosystème numérique qui implique tout, qui implique à la fois les satellites, les voitures connectées du futur, la télévision connectée, les smartphones. On est dans un écosystème numérique. Comme on respire l'oxygène, on respire de l'information, si j'ose dire. Donc la vraie révolution, c'est que nous n'allons plus sur Internet, mais nous sommes dans Internet, si vous voulez l'expression. Et le fait qu'on est dans un écosystème numérique, on est connecté tout le temps, sans arrêt. La génération du millénium, celle qui avait entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, dans son écosystème numérique, il trouve à la fois des gens avec qui ils peuvent travailler immédiatement, ils trouvent les outils avec lesquels ils peuvent travailler, il y a 2 600 000 apps à télécharger, et donc dans cet écosystème numérique, tout va beaucoup plus vite pour eux, et donc aussi pour nous, parce qu'ils créent des startups sur des idées nouvelles. Donc on est dans un écosystème numérique, et beaucoup d'industriels et de politiques ne le réalisent pas. Ils croient qu'il y a encore Internet. On y reviendra tout à l'heure, on va revenir aussi sur plusieurs des pistes que vous avez évoquées, notamment la ville et l'énergie. Ichin Cheng. Hi. Hi. Kumauru. It's great to be here and excuse me my English. Vous allez parler en anglais. Alors, vous êtes une spécialiste, je l'ai dit, de ces questions. Vous êtes directrice et cofondatrice du Sustainable Innovation Lab. Peut-être dites-nous quelques mots de votre laboratoire et de votre action, et ensuite votre vision
la ville intelligente et une économie low carbone. Great. It's great to be here. I think that there's quite key things about the city transitions, because we look at the whole global. The city has come together to try to find a solution, more sustainable, eco, and low carbon. I was involved in the US and China low carbon city initiative, and also Taiwan's low carbon city things for many years. People really think about the city and also energy transition as one of the key answer for the climate change. The reason is the city, we already heard the city count 70% of the global energy consumption, and then in the future it's going to have more people living in the city. And if we can solve the city's problem, then we can see how we can look into the next generations, the low carbon transition. So if we were looking to big pictures, what the city will look like, we can see already have probably more than dozens of the city in Europe alone already become to 100% renewable energy. So for example, Samsu in Denmark, or Bornholm Island, I work on in the island, which have 50,000 people living there. They already produce 75% of renewable energy, combined with heat and power, and then combined of all of the public transportation together, combined with the smart grid into the mega scale, and also they also have the industry. So I see the cities, they start to start from the small city and town and island. They look into things differently, and then they start to bring all of the entrepreneurs together. And like the French entrepreneur we see today here, they will bring the vibrance, the entrepreneurship, and the peoples in power to power the city. So that's what I see when we talk about city transition to the new type of renewable or new type of power to generate the electricity for city, is how we can bring those vibrance from the minister city level, top down and also bottom up, to get the people and the technology into this transition, because we can see currently a lot of things happen. We want to generate the smart meter, the energy, and also the sound of the energy we see in the many different cities. They start to think differently. They bring for example, in London, we have one of the very interesting entrepreneurs. They use the coffee, waste coffee, to generate the biofuel to power the car. And that is some of the few examples we start seeing in the city. But we can see also we have to transfer our knowledge about the cities, not only about renewable energy, but also looking to the transportation, and also look into how you deal with the waste, because that's all part of the energy transition we are talking about here. Je pose mes questions en français, pardon, mais je pourrais, pour aller plus vite. On voit beaucoup de petites villes qui vont vers l'autonomie énergétique. Ce sont des initiatives locales, mais une grande métropole, c'est plus difficile. Il y a une quarantaine de grandes métropoles de plus de 10 millions d'habitants dans le monde. Est-ce que vous pensez que ces grandes métropoles, je pense notamment en Chine, en Inde, pourraient un jour réussir à avoir une autonomie énergétique et fonctionner dans le rêve qu'évoquait Joël de René, c'est-à-dire une forme de partage de l'énergie finalement, où chacun serait contributeur d'une sorte de capital énergétique qui serait ainsi redistribué au service de tous. Est-ce que les grandes villes, les grandes mégalopoles ne sont pas trop grandes pour pouvoir passer à cette révolution-là? I think that all of those transitions just started, and we can see some of the city already start to do that. Like Bornholm City, we are talking about is 50,000 people living in that island with the industry.
And in the European level, they are talking about how you can scale up those best experience, and then you can power the whole city with renewable, because there's no way to go to not use renewable now, not only because the city needs to have more electricity, also we need more people live in the city, and the people start to think about if we can power one district in Paris with 100% of renewable, and then another 10 districts can benchmark those best practice. If we can speed up that kind of best practice, then we can eventually we can deal with all of the issue we are talking about now. So the key thing is, does people want to change? Does people dare to change? Dare to think about differently? Like 200 years ago, nobody has electricity. The city in Paris, in London, run by horse. And then the industry revolution, just 200 years, we are start a new, they call in Chinese, called ecological revolution. That is just started. And I can see they will start from the energy transition and also ecological transition. We have to bring the people, we can jump. Some of the new industry city like India or Africa, they are talking about leapfrog type of the transition. So if we don't change now, some of the city in the future in Asia, we have to go to those places to learn how to build a new city. Because all of the city we built now is a couple hundred years ago. And we only have one Earth. If all of the city doesn't be built now, for example, in China, they already have 100 cities with people more than 1 million. Have 6 mega cities who is more than 10 million people. So if we don't change it, they can't change it. You can't have around the city in Beijing, for example, they put the car, even it's an electric car, every year is 1 million on the street. So you can't run the city like that. People in Beijing, they can't breathe, they can't walk, and they can't do anything. So that city become to not functionable if we don't change it. Merci, thank you. Olivier Gravette, donc j'ai dit vous êtes directeur général adjoint de RTE. On va parler de smart grid, de réseau intelligent d'électricité. Joël de René en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces smart grids? Aujourd'hui, quand on pense aux réseaux, ils sont plutôt physiques, on les voit sur notre territoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire de les rendre intelligents et où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France où on met visiblement le paquet sur cette révolution-là? Alors, les smart grids, c'est un concept finalement qui est une évolution du réseau, qui historiquement, les réseaux ont été conçus de façon hiérarchique pour aller collecter de l'énergie dans un certain nombre de sites de production assez centralisés et ensuite être capable de les distribuer jusque chez tout à chacun. Et donc cette évolution du concept de réseau, c'est de faire du réseau un lieu d'échange et d'interaction entre tous ces utilisateurs et de permettre l'interaction intelligente de tous ces utilisateurs. Donc au-delà des technologies aussi, c'est la capacité à mobiliser l'intelligence de tout à chacun. La grosse différence, qu'est-ce qui justifie cette évolution? D'abord, c'est que le paysage, côté de la production, a complètement changé. Il y a en gros une quinzaine d'années, c'est finalement pas si loin que ça, il devait y avoir en France quelques dizaines de producteurs. Aujourd'hui, on est déjà à plusieurs centaines de milliers de producteurs. Ensuite, l'autre élément de la révolution, qui est directement lié au développement des solutions numériques, c'est la capacité aussi qu'on a à agir sur la consommation, sur la demande. Ce qui fait qu'un des paradigmes fondamentaux, finalement, d'un système électrique qui a une exigence d'équilibrer en permanence, finalement, la production et la consommation, on a toujours agi sur la production pour suivre le besoin qui découle de la consommation. Et là, d'un seul coup, on a un nouveau ressort offert aussi par la technologie pour agir sur la demande. Et donc pour équilibrer un système où on développe des énergies renouvelables qui ont leurs propres caractéristiques et sont plus variables, on va pouvoir mobiliser une autre ressource qui est cotée de la consommation. En revanche, il y a un autre enjeu, c'est que si
ces concepts, et on a tout un ensemble de briques technologiques pour répondre à ça, ça passe aussi clairement par une évolution des comportements. Donc un besoin aussi pour chacun d'entre nous de se réapproprier le concept d'énergie. Pendant très longtemps, et ça faisait partie de mon métier, on a tout fait pour masquer ça, pour rendre quelque chose, grosso modo, n'y pensez pas, utilisez, c'est magique. Quelque part, quasi derrière le concept de fée d'électricité, il y a un petit côté magique, il y en a qui s'occupent de ça, vous n'avez pas besoin de comprendre. Derrière le concept de smart grid, il y a aussi la capacité à toutes les mailles, et donc c'est vrai aussi à l'échelle de la ville de se réapproprier finalement le concept d'énergie. Et souvent on parle d'autonomie pour les villes, pour les régions. J'ai un peu de mal avec ce concept d'autonomie quand finalement aussi on renvoie à l'étymologie du mot autonomie, autonomus, c'est sa propre loi. Moi je préfère plutôt reprendre finalement et avoir la maîtrise de son destin énergétique. Et le réseau, c'est un des atouts pour organiser aussi un élément essentiel, c'est un vecteur de solidarité. Or, de toute façon, aujourd'hui, toutes les expérimentations et les zones les plus avancées en matière d'expérimentation de développer son propre mix énergétique de renouvelables et de chercher finalement à avoir une capacité à produire toute son énergie, il y a des moments où finalement ils sont amenés à produire plus d'énergie que ce dont ils ont besoin. Et le réseau permet finalement de redistribuer cette ressource et d'organiser aussi une solidarité à différentes échelles, y compris jusqu'à l'échelle européenne. Quand on regarde le réseau européen aujourd'hui, c'est le résultat de 100 ans d'histoire. Historiquement, les réseaux électriques étaient décentralisés. Ils étaient au départ développés dans les vallées, en montagne, là où il y avait de la ressource hydraulique. Et petit à petit, ces micro-réseaux se sont regroupés pour gagner en efficacité, en fiabilité, jusqu'à créer le réseau européen, qui est une des zones interconnectées les plus grandes d'Europe. Donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est d'aller vers finalement cette recherche de l'efficacité. Les smart grids sont une des solutions, mais sans renoncer aussi à tout ce qu'on a acquis en matière de solidarité à une échelle européenne. Et les réseaux sont un des atouts, évidemment, pour réussir ça. Oui, parce qu'on peut se poser la question, si les villes deviennent autonomes en énergie, qu'elles produisent elles-mêmes sur les toits des maisons, sur les éoliennes, on parle d'éoliennes sur Montmartre, vous avez vu ça, il y a un mouvement Montmartre 21, on va mettre des éoliennes à Montmartre à la place des moulins. Donc si les villes allaient dans cette direction-là, qu'est-ce qui les amènerait, qu'est-ce qui les pousserait à avoir cette solidarité, ce partage d'énergie? On pourrait imaginer, un peu comme au Moyen-Âge, une forme de, finalement, de repli sur soi. Chacun dirait « je produis, c'est moi, etc. J'ai pas de raison de… » Et puis avec les solutions qu'évoquait notre start-up tout à l'heure, je vais pouvoir stocker moi-même mon énergie. Donc quel est mon intérêt d'être dans cette solidarité? L'intérêt, il est aussi finalement une question d'économie de ressources. Parce que on a besoin demain pour avoir un système électrique qui permette finalement de s'appuyer sur une production renouvelable de différents facteurs. Ça a été évoqué, une diversité, c'est-à-dire de l'énergodiversité, la capacité à finalement mobiliser l'énergie renouvelable sous ses différentes formes. Or, il y a quand même des formes qui sont aussi mieux adaptées à certaines localisations. A priori, même avec une éolienne à Montmartre, on ne va pas encore faire finalement avoir les mêmes résultats que de la production, par exemple, offshore. Le deuxième élément essentiel, c'est aussi finalement de trouver de la flexibilité. Le stockage, c'est une ressource de flexibilité, mais la différence dans les usages, c'est aussi, il faut combiner tout ça. Si on ne misait que sur des solutions, alors à rechercher une autonomie, alors d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est quoi la bonne maille de l'autonomie? Est-ce que c'est la maison, c'est l'immeuble, c'est la ville, c'est le département, c'est la région? Donc on est embarqué dans une aventure qui est de toute façon l'autonomie, il va falloir la construire à la maille de la planète parce qu'on n'a pas d'autres ressources après. Donc déjà, ça c'est une première limite de la notion de où on construit l'autonomie. Mais au-delà de ça, c'est qu'il va falloir combiner différentes solutions. Puisque au-delà, même pour les renouvelables, au-delà de ce qu'est l'idée que les renouvelables, on ne consomme pas de combustible et tout. En revanche, pour construire finalement les moyens de production, pour construire les moyens de stockage, on utilise ces ressources. Donc il faut trouver l'équilibre entre, finalement, ce que l'on va pouvoir partager à travers justement ces concepts de smart grid, d'évolution finalement offert à travers les technologies, de partager la ressource,
de valoriser les différents de modes de vie. Hein. En Espagne, ils ne mangent pas tout à fait à la même heure qu'en Allemagne. Du coup, ça joue aussi sur les consommations d'énergie. Ils ne les consomment pas au même moment. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut tant capter. mieux, c'est une forme de solidarité. Alors s'il y en a qui ça mangent aussi. plus tôt que d'autres, ils consomment moins, ils consomment plus au moment où les autres consomment moins. Donc il y aurait clairement un risque de gaspillage de ressources, même en misant sur des renouvelables, à ne pas vouloir tirer parti finalement de la bonne combinaison de l'ensemble des solutions qui sont proposées. Joël de René, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais revenir sur cette importante notion d'économie, au sens, non pas d'économie où on gagne de l'argent particulièrement, mais on en dépense moins. Et puis sur la notion évoquée par Olivier d'une sorte de démocratie énergétique en train de naître. Sur l'aspect économique, on sait qu'une vision systémique de l'utilisation des énergies combinées entre elles évite l'addition des coûts de chacun des formes de production énergétique. Je vous donne un exemple banal. En France, par exemple, en stockant dans un puits canadien de l'eau sous terre, l'eau est à 12 degrés toute l'année. Ce qui veut dire que quand il fait 30 degrés dans la maison pendant l'été, on fait passer dans un alambic l'eau à 12 degrés et on climatise. Et ça ne coûte pas plus cher que d'avoir un climatiseur. Et surtout, s'il fait moins 5 degrés l'hiver, on a de l'eau toujours à 12 degrés et on n'a plus que 8 degrés à rajouter pour être confortable à 20. Donc ça, c'est un exemple de l'intérêt de la systémique dans le domaine de l'énergie. En France, malheureusement, très cartésien, on a toujours tendance à penser en termes de filières les unes contre les autres et en termes de centrales. Mais déjà, on voit dans notre discussion que la notion de centrale et la notion de filière sont en train d'être abandonnées. Deux exemples précis sur les économies. Par exemple, Honda, pour ne pas les citer, vous vend des maisons, ils sont dans l'immobilier, comme Google. Ils sont rentrés dans l'immobilier. Ils vendent des maisons beaucoup moins chères qu'une maison normale, mais construite par des sous-traitants d'excellente qualité. Pourquoi? Parce qu'ils vendent les panneaux solaires Honda, ils vendent les panneaux solaires au-dessus du garage avec une voiture Honda, et les panneaux solaires rechargent en partie la voiture quand elle est là, et ils se payent sur l'abonnement au Home Cloud, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis... Comme la machine Nespresso, ça. Qu'on appelait jadis la domotique, qui est la home automation, l'automation de la maison. Autre exemple, c'est l'approche systémique de SolarCity et de Elon Musk, avec une maison qui a des panneaux solaires faits par SolarCity, qui est devenue aux États-Unis un des numéros 1 dans les panneaux solaires. Le stockage est fait par la Powerwall, une batterie qui coûte 3 500 €, qui stocke 10 kWh d'électricité. Et la régulation, encore le numérique, est réalisée par Nest, qui est un régulateur automatique qui sait quand les gens sont dans une pièce ou dans l'autre et qui permet de la réguler. Enfin, dernier point, c'est que les gens qui ont une voiture électrique peuvent, avec le principe de V2G, Vehicle to Grid, la grille dont on parlait tout à l'heure, revendre de l'électricité à la grille. Parce que, Olivier l'a peut-être pas dit suffisamment de manière détaillée, c'est que la grille permet d'accepter toute forme d'énergie où pendant longtemps, la grille centralisée, le RTE, enfin le réseau de transfert d'électricité, disait on ne peut pas parce que l'énergie venant d'une éolienne ou l'énergie venant de parcs solaires, ça complique le réseau. La Smart Grid, elle s'adapte. Donc, si vous avez une voiture électrique stocke 4 kWh d'électricité, 4 kWh. Et la voiture peut devenir ce que j'appelle une batterie sociétale mobile, en abrégé une BSM. C'est-à-dire, cette batterie sociétale, elle vous appartient, mais elle appartient à la société tout entière. Batterie sociétale mobile. Pourquoi? Parce que la voiture reste à peu près 95% de son temps en stationnement. Or, les 4 kWh peuvent être reconnectés à la grille. Alors là, tout est la question de savoir comment mettre les gens en relation entre eux pour éventuellement racheter ou redistribuer cette électricité. Mais quand même, pour vous donner une idée de la quantité d'énergie que ça représente, c'est que s'il y a 1 million de voitures électriques prévues en France en 2020, ce qui est possible ou impossible, mais en tout cas prévu, 1 million multiplié par 4 kWh, ça fait 4 gigawattheures. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. L'équivalent. Ça ne veut pas dire que toute cette énergie sera disponible en même temps. Donc, on a la possibilité de gagner de l'argent avec sa voiture qui ne tourne pas, et on a la possibilité d'économiser de l'argent en combinant les énergies entre elles, dans sa maison et dans les villes, bien entendu. Et Jingsheng, quelques réactions, et ensuite j'ai un deuxième tour de table de questions. Yeah. Allez-y. I would like to focus on some of the best practice and those solutions because we look at some of the cities around the world, there's a lot of excited
excitement going on. For example, in one of the technology company from the US, Nest, who is been bought just by Google, and is ex-Apple's people set up the company. They come to our conference. They are talking about how they use their smart meter with consumers. And because they are so with people, integrate into each other. So citizens actually start to get very excited to save energy, because energy never been sexy things in any part of the world, but because they engage with consumer, and then the people within their friends and family start to compete to reduce the energy to get the green leaf. And then within that city, after they start to use a smart meter, within a month, they shut down one coal-fired power plant. So that's how we see how energy demand and the supply balance with each other. You actually engage with people with your technology. And the other example is I'm talking about Bornholm. Bornholm Island is the first island who use as a European eco-grid project. So they engage with people on the demand side. We are talking about smart grid. So they are talking about when the wind drop in the Denmark or the sun is not shining. And then they start to use machine to talk to machine, and also the feedback back to the energy supplier to say, now we have the lower on our energy supply. They start to communicate with citizens to reduce, to turn off their unnecessary white goods or your gadgets. So I think the whole thing about energy transitions, the key things is not only about talk about technology or grid, and they actually talk about how you can communicate with your consumer, and from the demand side management is start to become more important. Like for example, Tesla, we talk about vehicle to the grid, and Tesla, because they want to have electrical to charge their car, they work with SolarCity and build up the Tesla Powerwall, become the most powerful storage machines right now in the US. So I would say how we can, the key things and challenge is not only talk about technology, it's how you communicate sexy energy saving things with your citizens. Merci. À ce stade du débat, je vais vous donner la parole si vous avez des questions, mais je voudrais terminer par un dernier petit tour de table sur la question du rythme de la transition énergétique. C'est l'un des sujets quand même clés. On nous dit, si c'est vrai, qu'il nous reste 21 ans avant le désastre. C'est-à-dire, on a 21 ans d'énergie fossile encore possible à sortir sous terre, et sinon, on sera dans un processus dit irréversible de réchauffement. Moi, je suis assez agnostique sur le sujet, mais enfin, comme tout le monde, c'est un peu comme le pari de Pascal, il vaut mieux écouter les scientifiques, il semble y avoir un consensus. Et ça, encore, ce n'est que pour les 2 degrés. Si on voulait faire moins, c'est encore plus court. Donc, il faut accélérer. C'est l'enjeu de la COP21, et on voit que les technologies, l'idée en tout cas, elle est là. Vous nous avez parlé des technologies, elles existent. Donc Joël de René, vous qui avez dès 1975 dit ce sujet va être sur le devant de la scène, là on est en 2015, il est au cœur de nos problématiques. C'est un problème global qui touche jusqu'à la question, j'allais dire, du terrorisme, de la montée des réfugiés, etc. Enfin, le réchauffement climatique, c'est le sujet de notre temps et de notre génération. Est-ce qu'on peut accélérer ? Est-ce que les technologies, est-ce que les investissements, est-ce que l'économie, là au sens noble du terme, peut permettre de réaliser cette transition à un rythme plus accéléré que celui un peu poussif quand même qu'a un KA. C'est vrai que mettre des éoliennes à Paris et puis des panneaux solaires sur les toits magnifiques de cette ville, ça paraît pas évident. Et pourtant, est-ce que c'est pas ça notre enjeu et l'enjeu de notre société ? Alors la transition énergétique va beaucoup plus vite dans certains pays que dans d'autres. Parce que c'est les citoyens qui la font changer, c'est les gens. Les gens participent à une responsabilisation énergétique avec les outils qu'on met progressivement à leur disposition. On en a parlé. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas de la même façon. Il y a des pays favorisés, comme l'Islande qui a une géothermie extraordinaire, la Norvège qui a beaucoup d'hydroélectricité, l'Allemagne qui est en train de s'engager sur un programme à 50 ans d'énergie renouvelable, en diminuant le charbon, en augmentant les... Pour l'instant, on augmente le charbon. Non, mais parlons pas de... Écoutez, moi, je suis prospectiviste, je ne parle pas pour l'instant. Je sais les critiques qu'on fait à l'Allemagne pour l'instant. Attendons d'en parler dans 30 ans, d'accord ?
Donc il y a des pays pour lesquels la transition énergétique est beaucoup plus rapide que la nôtre. Nous, dans notre pays français, nous ne sommes pas en démocratie énergétique. Donc le citoyen n'a aucune voix au chapitre, il ne peut rien dire. C'est le thème de mon article que vous avez sous les yeux, où vous êtes assis dessus. On n'est pas en démocratie énergétique. Moi, je suis pour ce que j'appelle la démocratie énergétique concertative. Je n'ai pas employé le terme de démocratie énergétique participative parce que le terme a été beaucoup trop employé. La démocratie énergétique concertative, ça veut dire que les gens contribuent à leur avenir énergétique, notamment avec la smart grid, notamment avec des systèmes de production locaux pour lesquels ils deviennent des entrepreneurs en énergie. Et vous savez aujourd'hui que dans ce qu'on appelle la société collaborative, la société du partage, nous sommes en train de rentrer dans une société où il y aura de plus en plus d'indépendants. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui aux États-Unis, 44% du travail qui contribue au PIB est fait par des indépendants, des freelancers ou des slashers, comme on les appelle. Ils ont ubérisé beaucoup de choses. Donc ça va venir aussi chez nous. Mais nous avons deux grosses restrictions. C'est que nous avons deux systèmes très centralisés, très distributifs, qui ne nous donnent absolument pas la parole. Olivier l'a presque dit tout à l'heure. Consommer l'énergie à la pompe, on s'occupe du reste, l'énergie fossile. Consommer l'énergie à votre compteur, on s'occupe du reste, l'énergie nucléaire. Donc, tant qu'on ne sera pas en progrès de démocratie concertative sur l'énergie, on n'évoluera pas aussi vite que des pays qui nous entourent, qui, eux, vont très, 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 très vite dans ce domaine. Olivier Grabet, nous ne vivons pas dans une démocratie énergétique. Le centralisme, EDF, allez, on va le dire, a été, ou n'est peut-être plus, mais a été autrefois un frein. C'est un sujet complexe parce que aussi la situation qu'on connaît en France et en particulier dans le secteur de l'électricité résulte aussi par exemple des choix déterminants qui ont été faits dans le début des années 70 à un moment où il y a eu le choc pétrolier et qui a par ailleurs quand même donné d'autres types de résultats pendant toute cette période qui fait qu'aujourd'hui la France en termes d'impact en émissions de CO2 de son système électrique fait partie des pays qui émettent le moins de CO2. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est au prix quand même d'un déséquilibre complet quant à la source énergétique avec une dépendance au nucléaire extrême. Et donc, du coup, c'est une dialectique un peu complexe parce qu'on n'a pas le même moteur qu'un certain nombre de pays qui se sont engagés dans une démarche très volontaire parce que justement, ils avaient une production qui était essentiellement à base d'énergie fossile. Pour autant, et je pense qu'on a quand même fait un pas avec le débat sur la transition énergétique et les prémices finalement de ce qui est annoncé avec cette transition énergétique, qui d'abord fixe quand même des objectifs et une réduction franche de la part du nucléaire dans ce qu'est la production d'électricité, et aussi une décentralisation avec un poids plus fort donné aux régions pour justement maîtriser ce que j'ai appelé leur destin énergétique. Donc oui, on n'a pas peut-être la même maturité qu'un certain nombre de pays. Par exemple, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais moi, il y a le pays avec lequel je travaille qui aujourd'hui probablement constitue le pays le plus en pointe sur le sujet, c'est le Danemark. Parce que l'Allemagne a fait quelques erreurs quand même en raisonnant pas comme un système complet et en essayant finalement de substituer une filière de renouvelables à une autre filière. Et ça a fonctionné parce qu'il y a la solidarité européenne qui a fonctionné, mais il y a quelques effets de bord quand même. Le Danemark a réussi finalement une démarche, à mon avis, nettement plus exemplaire et qui jalonne, qui fait que grosso modo, ils ont un premier objectif qu'en 2030, ils n'auront absolument plus de production d'énergie faisant appel, d'électricité faisant appel aux énergies fossiles. Et je crois qu'ils ont une feuille de route qui les mène en 2050 avec une économie faisant appel à zéro ressource carbone. La Suède a annoncé la même chose. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série sur Arte qui s'appelle Occupied, qui est en train de sortir, où la Norvège, là pour le coup, c'est toujours le pays du Nord, utilisant une nouvelle énergie nucléaire propre, utilisant le thorium, met le bazar en Europe en arrêtant de produire son pétrole et son gaz et se fait envahir à la demande de l'Union européenne par la Russie. Donc vous voyez, il y a des enjeux géopolitiques derrière tout ça. Vous parlez du thorium, je reviens sur ce que j'ai dit indirectement sur l'énergie nucléaire, c'est que pendant au moins une quarantaine d'années, avant les grandes transitions dont j'ai parlé avec le rôle des citoyens et le partage énergétique sur Énernet, on va continuer avec le nucléaire, mais sans doute avec des formes différentes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas dans cette salle, des SMR, qui en abrégé en anglais veut dire Small Modular Reactor, c'est-à-dire des réacteurs non pas à 1200 MW ou à 1800 MW comme l'EPR, mais à 150, 200 ou 300 MW enterrés,
enfouis. Westinghouse en fabrique, General Electric en fabrique. Donc moi je vois assez bien que dans le mix énergétique dont je parle, les énergies classiques, certaines énergies fossiles et l'énergie nucléaire enterrée de petit débit puissent continuer à faire partie du mix énergétique. Donc il y aura de tout. Mais l'important, c'est de considérer l'approche systémique, les décentrales connectées entre elles et surtout la participation citoyenne. Yijin Cheng sur le rythme, la vitesse d'adaptation. I would like to respond to a bit discussion about nuclear technology because there's one of the key discussions in the European level and also worldwide is when we talk about energy mixing, it's very careful you not lock into a certain older technology like we so-called nuclear because you have a lot of the big capital to do the big investment for the big power. But right now, when we talk about energy transition, is actually talk about decentralized energy of internet type of approach. You use also maybe 10 or 15 different innovative ways to generate the energy, but not from the big energy supplier, whatever nuclear power plant or big coal-fired power plant anymore, because this from security perspective, energy security perspective also is quite important. And the second part I want to respond to what we said. Does our energy transition is going to be quick enough to respond to climate change? I would say that is started, but we can see a lot of things happen in the past. A lot of NGO or scientific area keep saying certain things on the invest on renewable energy, but not happen. But within last 2 or 3 years, we see a big transition and shift, especially I will see from the finance area. We can see, for example, in the UK, we have the Carbon Disclosure Project, which asks all of the institutions, big companies and organizations have to disclose your carbon. That means you also disclose your climate risk for the investor. So finance sector step in and ask the people to do something. And then we can see staff on last year, we have the staff on US 350 organization who try to have a big campaign across the US and also all for university right now in the UK, Europe, on de-invest the fossil fuel. So that already creates the 400 institutions drop out their investment on the carbon-based type of energy, fossil fuel. I think that is $2.6 trillion US dollars invest out of the coal-fired power plant or fossil fuel will create a big shift on the next couple years to go into the right direction. But is it going to fast enough? We don't know, because we see the head of the European the UN climate change head, Christine, she says that the world needs 500 billion US dollars each year to invest on renewable energy to be able, we can stop the catastrophic climate change disaster happen. So we have to move much faster, but we can see the big wave of shift started. So let us focus on certain things which we have consensus rather than conflict. So I think that's the right way to do it. Merci, thank you. Comme vous le voyez, on est à l'aube de grands changements, vous le savez tous. Peut-être est-ce que vous avez des questions? Hervé, vous avez le droit de réagir, vous aviez le micro tout à l'heure. Si vous voulez nous dire si on n'a pas tout dit, évidemment en 30 minutes on ne peut pas tout dire. N'hésitez pas, si vous pouvez prendre un micro. Et puis sinon, des questions dans la salle. Monsieur, voilà, on va commencer. Oui, bonsoir. Patrick Hubert. Monsieur Mabille, en tant que représentant des médias, ce serait sympa, en dehors d'être agnostique, de cesser un peu d'être cynique, comme il semblerait que vous le soyez quand même un tout petit peu.
faire de Qu'est-ce que vous voulez l'ironie. dire par là? Je ne voulais oui, pas vous choquer en vous parlant non. des 21 ans. Bien sûr. Non, mais disais que j'étais mettre sceptique. une éolienne sur Montmartre, ça fait sourire, mais c'est pourquoi pas pas tout à fait. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux, je pense. Donc, D'accord, ça voilà. c'est un autre sujet. Non, enfin, je suis dis ça, d'accord. c'est parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle Montmartre 21 qui aujourd'hui fait de la publicité. Je n'y voyais pas du tout de cynisme. Mais enfin, celle-ci était une incidente, mais il y en avait d'autres, et je pense que Est-ce que vous avez une question, monsieur? Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Voilà. Oubliez-moi à ce moment-là. Non. Et parler aux personnes. Joël de René est bien plus important. D'être un petit peu, d'être aussi cynique que ça. My question. Est-ce que EDF a un futur, sachant que en fait le cœur du système est dans le réseau et non plus dans les moyens de production, on vient de le dire. Donc, comment est-ce que EDF va se réinventer pour être au cœur de ces smart grids? Moi, j'ai une réponse. Demandez à Jean-Bernard Lévy. Venez écouter le 5 décembre à l'Université de la Terre le débat entre Jean-Bernard Lévy, Jean-Louis Etienne et moi sur l'énergie du futur. Ma réponse concernant l'EDF, c'est que c'est une structure héritée du 19e siècle. Bon, j'ai pas de réponse pour EDF, mais quand on regarde... Non mais enfin, bon, évidemment, ici EDF, c'est un symbole, mais quand on regarde l'ensemble des grandes utilities européennes, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit des groupes, les deux groupes énergéticiens en France, tous sont à un moment où ils se questionnent clairement sur comment on adapte le modèle qui nous a réussi au XXe siècle. Et donc, du coup, toutes ces grosses entreprises, évidemment, qui ont contribué à construire l'ancien système, sont en pleine mutation et en plein questionnement sur c'est quoi la solution pour demain. J'ajouterais que le problème, c'est qu'on est enferré dans un système à long terme. Les centrales devaient durer 40 ans, on les prolonge à 60 ans. Or, le coût de démantèlement d'une centrale est évalué par les Anglais, et aussi par nous indirectement, à 50 milliards par centrale. On en a 58. C'est plus de 250 milliards d'euros de démantèlement. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Le stockage des déchets, c'est 165 milliards d'euros. La mise à niveau post-Fukushima de nos centrales actuelles, c'est 65 milliards d'euros. Si vous ajoutez tout ça, plus la fourniture d'uranium au Niger, et le transport et la sécurité, le coût annoncé du kilowattheure du nucléaire n'est pas exact. Voir le rapport de la Cour des comptes demandé par Fillon, le petit livre bleu, le coût réel du nucléaire, et vous verrez que c'est bien au-dessus de ça si on ajoute tous les coûts à prévoir ou déjà prévus mais qu'on cache, qui sont intégrés au coût. En plus de ça, le prix ne va faire qu'augmenter parce que la compétition s'accroît à l'échelle du monde, la demande s'accroît, et nous allons payer sur notre note d'électricité les investissements que l'EDF aurait dû faire, mais fait maintenant pour les énergies renouvelables. Question, monsieur. Oui, bonjour et merci, monsieur de René, d'avoir cette vision des choses, parce que vous êtes un des rares à vous exprimer ainsi. Moi, j'ai piloté un réacteur nucléaire quand j'étais plus jeune, mais je me permets de vous dire qu'on les calcule avec des débits de fuite et les gens ne savent pas. Et en plus, on pilote ça par des thermocouples. Qui sait qu'un thermocouple, ça a une durée de vie, ça a un étalonnage. Et au bout de 2 ans, il y avait un tiers des thermocouples qui ne fonctionnaient pas. On le voyait puisque la carte pile nous indiquait les errements. Indépendamment de ça, vous êtes au courant quand même de Fukushima et de Tchernobyl. Les gens pensent que ça s'arrête aux frontières. Je vous signale que pour l'air, ça a été pollué par Tchernobyl, mais pour la mer, ça a été pollué par Fukushima. C'est quelque chose d'horrible. Et effectivement, quand les gens savent que pour des centrales, 2 EPR, des Hinkley Point en Angleterre, c'est 19 milliards d'euros, vous devez bien comprendre que les gens, et je ne parle pas du démantèlement, je ne parle pas du traitement du combustible, etc. En fait, le plus gros frein, ça a été l'EDF, et comme vous dites, on n'avait pas le droit au chapitre, ça a été décidé en vase clos, à haut niveau. Mais ceci étant... Votre question. Ma question, c'est justement de préciser à M. de René que ce n'est pas fini. Regardez, par exemple, au Maroc, qui est un pays où il y a le soleil en permanence, sachez que pour les droits de douane, pour les panneaux solaires, c'est que 52%. Ça veut dire que le pauvre paysan qui, au lieu de faire marcher son tracteur, etc.,
il le ferait marcher à l'énergie solaire, il puiserait l'eau à 50 mètres avec de l'énergie solaire, et là, il est obligé d'acheter du fioul. Non, mais c'est simplement pour corroborer ce que vous dites, qui est formidable. Moi, je tenais à participer et vous dire que j'apprécie ce que vous dites en public. J'ai aucune question fondamentale, si ce n'est de vous dire que l'EDF, justement, on ne peut pas produire soi-même son électricité, on est obligé de la revendre à l'EDF. Donc ça, c'est un scandale. Monsieur, on va passer le micro à un monsieur qui lève la main, qui j'espère a une question. Oui, bonjour à vous, Patrick Munch, Carnot Computing. En fait, pour moi, l'énergie qui est la moins coûteuse, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et alors, j'ai une question qui est liée au fait que là, on a un forum Smart City, donc ça veut dire souvent des villes intelligentes, connectées, numériques. Et la consommation du numérique est souvent mal prise en compte. Il faut savoir que c'est 2 ou 3% de l'énergie mondiale qui est consommée par ces data centers ou fermes de serveurs, si vous voulez. Et on estime en France 6 à 8% de la facture électrique française. Quand vous envoyez un email, ça équivaut à la consommation d'une ampoule de 50 watts. Donc je vais dire, quand est-ce qu'on va passer nous, on a des solutions, mais pas que nous, il y a aussi d'autres acteurs. Quand est-ce qu'on va passer à des solutions où voilà, on peut économiser, arrêter ce gaspillage? Et quand on s'adresse aux grands acteurs, on a l'impression qu'ils veulent vendre de l'énergie, mais point, en économiser, c'est presque... c'est pas leur business. Est-ce qu'on est dans un cercle vicieux, finalement, où, à vouloir développer cette nouvelle économie, on crée de nouveaux usages et de nouveaux besoins, et donc on n'en sort pas? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne réussira pas une transition énergétique et le concept de Smart Grid embarque complètement la prise de conscience de sa consommation et ça s'accompagne de sobriété, du bon usage de l'énergie. Après, il y a une autre question finalement sous-jacente à ce que vous avez dit, c'est quand on développe des solutions smart avec finalement du digital, il y a une consommation d'énergie derrière ça. Et ça, c'est un des points importants aussi, d'être capable de comparer différentes options. Et bon, pour montrer l'importance qu'on y attache, dans le cadre d'un chantier qui avait été mené sous l'égide de la Nouvelle France industrielle, il y avait un chantier sur les réseaux électriques intelligents où j'ai eu la chance de beaucoup m'impliquer. On a développé des méthodes d'analyse pour dire quelle est la valeur d'une solution Smart Grid en n'intégrant pas uniquement l'aspect économique, mais on essaie de développer aussi quelle est la valeur retour sur l'économie locale. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on substitue les anciennes solutions avec de la production à partir soit d'énergie fossile, soit d'énergie fissile, en fait, quand on investit la même montant d'argent, il y a moins de retombées sur l'économie locale que quand on développe des briques Smart Grid. Et après, on regarde aussi quel est l'impact en analyse cycle de vie, considérant que même si c'est des équipements qui sont moins visibles, leur multiplicité fait que ça consomme de la ressource. Et donc, dans l'approche systémique, il faut aussi intégrer et développer des méthodes d'analyse qui permettent de dire que quand on a l'impression d'avoir une nouvelle solution, bien regarder sous tous les aspects si elle est aussi vertueuse que ce qu'on pense au départ. Et ça, il y a un champ de travail aussi essentiel dans le domaine académique pour développer des outils, des méthodes qui doivent être, comme c'est un écosystème, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne qui peut la développer, elle doit être partagée par l'ensemble des acteurs pour faire quelque part consensus. Joël de René, le mot de la fin. Non, je trouve que c'est une question très pertinente. Il ne faut pas oublier que le numérique consomme énormément d'énergie et c'est d'ailleurs pourquoi un grand nombre d'entreprises, les moteurs de recherche de Google et d'autres se mettent notamment sur des barges en mer pour essayer de refroidir et utiliser moins d'énergie pour climatiser les ordinateurs. Ça bouffe beaucoup d'énergie et il faut beaucoup d'énergie pour les maintenir à la température optimale pour leur fonctionnement. N'y voyez aucun cynisme, monsieur, mais revenez samedi, j'anime un débat climat et société civile. Je pense que ça promet. I-Ching, un dernier mot. Can you say a last word about our debate? I think if we follow that discussions, it's quite important we look into how we actually engage with big business, including those the energy consumptions company, and because they are should be the solution provider as well. If we look into, for example, data center,
if they are going to look into the B2B market, if those data center or big companies, they all use certain renewable energy or produce their own energy, they actually themselves could be a solution provider rather than they are consume more energy. So I think we should think differently is the business, also the government has to think about energy democracy into the B2B and the B2G level and the B2C level. B2C means business to customer. So you have to look into the energy democracy, and also you look into solution provider rather than those people produce the problem. Because one of example, for example, Apple. I worked on one of the project with them before. They are saying right now they put all of their solar panels into all of their office around the world, and then they just combine with Google and Microsoft. They are going to announce they want to, probably next Monday, they are teaming up with White House to announce 140 billion on renewable energy. For me, those big companies, if we can get a lab in to the same line with people using energy, they are actually could be a solution provider because they got the resource, can do the things, and they got the technology, can bring things forward. That's why I want to add. À la fois le problème et la solution. Joël. En deux mots, Puis on arrête là, désolé. En deux mots, je crois aussi qu'en même temps qu'on adopte le terme de démocratie énergétique, il faut éliminer le terme de quelque chose, d'un objet intelligent. Téléphone intelligent, maison intelligente, smart city, ville intelligente, voiture intelligente, ça fait qu'on se réduit, nous, à penser qu'un jour, l'intelligence artificielle et les robots hyper intelligents vont être plus intelligents que nous et dominer l'humanité, ce que pensent Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk. Moi, je pense que tout simplement, quelque chose qu'on qualifie d'intelligent a trois qualités, beaucoup plus simples. Ils sont en temps réel, ils sont interactifs et ils sont proactifs. Donc quelque chose qui est en temps réel, interactif et proactif, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une maison, d'un téléphone ou d'une ville, peut, parce que c'est plus court, être qualifié d'intelligent. Mais méfions-nous, si nous utilisons trop ce terme, qui l'intelligence humaine, nous le savons, est aussi émotionnelle, abstraite, affective et a des dimensions que n'ont pas les machines, nous risquons, en utilisant constamment ce mot, de faire en sorte qu'un jour, on arrive à une peur et une crainte injustifiée du fait que l'intelligence artificielle va nous dépasser et nous réduire à l'état d'esclaves, comme le prévoyait Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Merci beaucoup. Alors on a reçu un mail de Elon Musk pour I-Ching Cheng qui dit merci d'avoir dit que Tesla était sexy. It was a joke. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo.